Nous allons attaquer la dernière partie de cette journée avec la dernière table ronde. Est-ce que mon micro est bien allumé? Oui. Et cette fois, nous allons parler du solaire thermique, une offre durable et rentable pour tous, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser à différents secteurs. Euh, les logements sociaux, l'agroalimentaire et les réseaux de chaleur en particulier. Pour cela, nous avons avec nous 5 intervenants qui se sont a priori tous connectés. Philippe Dumez, qui est chargé de mission bailleurs sociaux de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL PACA. Kevin Mozas, qui est directeur exécutif de Santi. Nathalie Dupassieux, qui est la chef du laboratoire système solaire et thermodynamique du CEA INES. Florent Saunier, qui est responsable commercial du fabricant de capteurs TVP Solar. Et enfin, Christine Delors, qui est ingénieure solaire thermique de l'INES PFE, plateforme formation et évaluation. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Je vais commencer par le logement social avec vous, Philippe Dumez, le temps que votre micro s'active. La DREAL PACA a en effet engagé une série d'actions pour promouvoir le solaire thermique auprès des bailleurs sociaux de la région. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi a consisté votre action? Oui, bonjour à tous. Donc la Graal PACA a un rôle d'animation avec l'ARHLM, donc l'association régionale des HLM de la région de PACA Corse. Nous avons organisé différentes actions vis-à-vis des bailleurs sociaux. Ce secteur est particulièrement important car le secteur du logement est un secteur gros consommateur d'eau chaude et en particulier pour l'eau chaude sanitaire. Donc nous avons organisé donc une réunion à Aix-en-Provence à ce sujet. Alors le but de cette réunion était en fait double. C'était déjà de bien identifier le solaire thermique vis-à-vis d'autres ENR, en particulier le solaire, comme il a été relevé précédemment, le solaire thermique est encore trop souvent confondu avec le photovoltaïque. Donc, c'était déjà levé ces ambiguïtés. Ensuite, c'était de mettre en rapport les différents bailleurs pour qu'ils partagent leur expérience sur le solaire thermique. Il faut savoir que quand même le logement social et le solaire thermique, c'est une vieille histoire puisque les premières installations solaires thermiques ont été installées maintenant il y a une cinquantaine d'années. Et bon, il existe quand même des bailleurs sociaux qui ont une bonne expérience dans ce domaine. Je citerai le bailleur social de l'OPH Cannes, pays de l'Érins, qui a une bonne partie de son parc équipé de solaire thermique. D'accord. Donc, quand vous dites que vous avez organisé des réunions, vous avez organisé des conférences avec des bailleurs sociaux, faites pour des bailleurs sociaux, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, alors en fait, le 10 octobre, là, pratiquement il y a un an, avec Provence, nous avons organisé un séminaire à destination des bailleurs. Alors le but, c'était de faire intervenir évidemment les intervenants institutionnels, donc Réal, PACA, État, région, ADEME, mais aussi, et je dirais ce qui était un petit peu novateur, c'était de faire parler les bailleurs et qu'ils puissent apporter leur témoignage. Pour ce faire, nous avons demandé à 3 bailleurs sociaux d'expliquer de faire part en fait de leurs expériences dans leur programme. Alors, je cite des personnes, donc il y avait Famille Provence pour l'Art du Temps. L'Art du Temps, c'est une résidence qui est sur Aix-en-Provence dans le quartier de la Touraine. Rélia est intervenu pour parler de son expérience sur 2 résidences dans le 14e arrondissement à Marseille. Ces résidences, c'était l'Estello ainsi que l'Échiquier. Et enfin, Logirem, qui a présenté la résidence Terra Lumina.
En complément, est intervenu un bailleur impliqué aussi dans le solaire thermique, qui a une approche un peu plus globale. Je veux parler du bailleur 1001 Vie Habitat, qui lui nous a présenté aux bailleurs sociaux une analyse des performances des installations sur l'ensemble de son parc. C'était intéressant pour compléter les expériences locales sur certaines résidences, d'avoir un petit peu le point de vue patrimonial à l'approche stratégique d'un bailleur sur l'ensemble de son parc. Et justement, quelle était la teneur du discours des bailleurs sur leurs installations et puis sur la maintenance? Ils étaient satisfaits du fonctionnement du solaire thermique sur leur résidence? Oui, alors les bailleurs qui ont présenté leurs installations ont été très satisfaits de leur expérience en solaire thermique. Ils ont notamment insisté sur l'importance du suivi. Le suivi, ce qui a un petit peu été le défaut du solaire thermique par le passé, c'est qu'il n'y avait pas, et surtout pour les installations modestes, parce que là, de résidences d'une cinquantaine de logements, donc des petits ensembles immobiliers, il n'y avait pas de surveillance des installations, et les installations étaient un petit peu suivies par l'exploitant, mais l'exploitant n'a pas toujours une connaissance dans le solaire thermique. C'est un exploitant, souvent le solaire thermique est aussi un appoint qui est soit du gaz naturel, soit autre, et en fait, il n'a pas forcément une connaissance très pointue dans le solaire. Sur ces points, le gros intérêt du suivi, c'est ce que me fournit mon installation solaire. Je suis bailleur, j'ai investi dans une installation. Ce que fournit mon installation solaire, le bilan annuel, les défauts qui sont constatés, et éventuellement faire appel à l'exploitant pour déclencher des opérations de maintenance. Alors, l'intérêt de ce système de suivi, c'est qu'il y a une visu du bailleur avec ses propres impératifs, et aussi un suivi de l'exploitant qui, lui, peut déclencher à distance des interventions qui sont adaptées. Alors, quand je dis adaptées, c'est-à-dire en urgence, parce que on ne peut pas aussi intervenir, faut essayer de grouper les interventions. Vous avez des installations qui sont réparties sur l'ensemble de la région, et donc l'exploitant doit faire des opérations, doit essayer de regrouper un ensemble d'opérations à la fois c'est possible de prévention, et puis évidemment quand il y a une urgence, il va intervenir. Alors là, vous parliez du séminaire du mois d'octobre 2019. Est-ce que depuis, vous avez réussi à organiser, malgré le coronavirus, d'autres événements pour continuer à mobiliser ce type d'acteurs en région? Oui, alors l'intérêt, c'était il y avait déjà eu quelques séminaires qui avaient eu lieu, je me rappelle, en 2015 à Cannes, avec aussi on avait réuni les bailleurs, on avait aussi fait un partage d'expérience. L'intérêt, c'est d'avoir un suivi. Et donc, avec Enerplan et la RHLM, qui apporte son soutien, et donc le lien vis-à-vis des bailleurs, est organisé un cycle webinaire. Donc, je peux citer, là, il y a eu en début d'année, donc mois de janvier, février et mars, différents webinaires. Les thèmes, je les prends: la chaleur solaire et le bouclage de flotte solaire, la mise en service dynamique des installations solaires thermiques, le suivi des installations solaires collectives. Je dirais, c'est Et est-ce que vous encouragez régulièrement. Je vous entends mal, ça s'interrompt parfois. Oui, je vais quand même préciser que ces interventions, ces webinaires sont disponibles sur le site d'Enerplan, donc ils sont consultables à tout moment. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous continuez à encourager les bailleurs à communiquer sur leurs installations aujourd'hui? Oui, alors les bailleurs, en fait, ils sont, comment dire, ils se sont très intéressés par cette technique.
Bon, certains la connaissaient de longue date, mais bon, il y a de nouveaux bailleurs qui s'impliquent aussi dans la démarche. Et donc, voilà, le processus s'est enclenché. Maintenant, il faut faire vivre un petit peu cette dynamique. Et Alors dans la justement, bonne. pour entretenir cette dynamique, quelles recommandations vous donneriez aux bailleurs qui veulent s'équiper de solaire thermique? Alors, je dirais, c'est le solaire thermique, il y a un double objectif, c'est déjà répondre à la réglementation, qui est quand même, bon, il y a eu les différentes années passées, il y a quand même la RE 2020 qui va arriver, c'est quand même de plus en plus l'utilisation d'une ENR qui est imposée. Bon, j'ai écouté tout à l'heure l'intervention sur les STRADET, sur les PLU. Bon, c'est une demande quand même récurrente qui est faite d'utiliser une ENR. Il y a d'autres ENR que le solaire thermique, hein, mais disons, nous sommes dans une région quand même particulièrement bien ensoleillée. C'est quand même une énergie, une ENR qui est particulièrement adaptée au logement social. L'autre but, l'autre intérêt que j'y vois, c'est aussi de démontrer que les bailleurs sont impliqués dans les démarches environnementales. Et donc, c'est intéressant de montrer que une partie de leur parc est équipée de solaire et de montrer, de pouvoir justifier même ou expliquer que, voilà, par exemple, sur telle ou telle installation, on produit tant de chaleur. Donc, montrer que les bailleurs Alors, sont engagés dans la transition énergétique, en quelque sorte. oui. Alors, l'autre élément aussi, c'est qu'il y a eu une enquête qui commence à dater un petit peu, de 2015. En fait, le solaire thermique permet de réduire les charges de, du locataire en réduisant significativement les, les sommes appelées, appelées pour le chauffage et en particulier pour le chauffage sanitaire. Puisque bon, l'installation peut sans problème produire la moitié des besoins en eau chaude sanitaire par le solaire. Ça réduit d'autant la facture énergétique. Mais donc ce sera un message qu'il faudra continuer à porter et on espère que la région PACA verra naître de nouvelles installations sur le parc social. Restez en ligne pour les questions qui vous Alors, seront posées tout à l'heure. j'avais quand même Oui. un dernier point à aborder, c'est quand même l'initiative de l'Adréal qui est de la cartographie des installations solaires thermiques présentes sur la région, parce que bon, on sait qu'il y a pas mal d'installations solaires, mais on ne sait pas leur nombre, on ne connaît pas les surfaces installées et on ne sait pas ce qu'elles produisent. Donc, l'Adré Alpaca a mis en place sur son site une carte qui montre en puissance, qui est alimentée par les bailleurs. Donc, je renouvelle mon appel aux bailleurs pour alimenter ces bases. J'en ai reçu un certain nombre de fiches d'opération, mais bon, il faut faire vivre tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je répète, la qualité sonore était un peu déficiente, mais donc, il y a une cartographie en place sur le site de Adré Paca et les bailleurs sont invités à venir y présenter leurs installations. Nous allons nous tourner maintenant vers un autre secteur, l'agroalimentaire, avec Kevin Mosas, qui est directeur exécutif de Sunti. Bonjour. Bonjour. Alors, Sunti a développé un projet de fourniture de chaleur solaire pour un industriel de l'agroalimentaire. De qui s'agit-il? Est-ce que vous pourriez nous brosser à grands traits le projet? Oui, donc effectivement, on a développé un projet de fourniture de chaleur solaire de procédés pour un industriel de l'agroalimentaire qui est une fromagerie industrielle qui produit des fromages qu'on retrouve dans nos grandes surfaces, notamment le Brebiou ou le Saint-Albret. Donc, il s'agit de Savencia pour le site qui est au sud de la France, à côté de Pau. Voilà pour le client. Et pour les caractéristiques techniques? Voilà, il s'agit d'un projet d'une taille de moyenne, on va dire, enfin moyenne dans le segment du solaire thermique industriel, 2500 m² de capteurs,
qui recouvre à peu près une superficie 7000 m². Et donc, il va alimenter, voilà, merci pour les slides, qui va alimenter plusieurs applications via un ballon existant sur le site, qui est un ballon qui alimente par de l'eau à 60 degrés, des opérations de standardisation du lait, de maturation, de lavage, beaucoup de nettoyage. Donc en fait, le principe, c'est de venir réchauffer cette eau qui revient dans la boucle à 50 degrés et la réchauffer à 60 degrés tant que le soleil brille, on va dire. Le reste étant toujours assuré par la fourniture classique via la vapeur produite à partir du gaz. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est important, c'est-à-dire que sur le modèle économique, il faut rappeler que Sunty se positionne comme tiers investisseur. C'est-à-dire que ce n'est pas l'industriel lui-même qui investira, mais vous. Voilà, exactement. Donc l'idée, enfin le principe même de ces grandes installations, c'est que, comme beaucoup d'énergies renouvelables, elles sont relativement gourmandes en capitaux. C'est-à-dire que les niveaux d'investissement sont assez élevés. Et donc, un industriel qui produit du fromage, ce n'est pas forcément sa vocation d'investir dans une unité de production d'énergie solaire. Donc, afin de garder ces ressources spécifiquement pour son cœur de métier, nous, on leur propose d'investir. Donc, en fait, on va venir développer le projet de A à Z, entre des études initiales jusqu'à l'installation de la centrale. La centrale reste notre propriété et on vend l'énergie au compteur, c'est-à-dire au mégawattheure. Donc, sur des contrats qui peuvent effectivement être relativement longs. Donc, il faut des sites industriels qui soient quand même viables. Mais l'avantage pour l'industriel, c'est qu'il accède à une énergie compétitive, vertueuse, évidemment décarbonée, sans avoir à investir un euro. Et pour qu'il se lance dans cet investissement, quelle durée d'engagement exigez-vous de l'industriel? Alors, on est sur des contrats qui vont de 15 à 25 ans. Voilà, c'est vraiment en fonction, la modularité de la durée, dépend du prix du mégawattheure, donc qui est multifactoriel, comme on va le voir. Mais effectivement, on est obligé d'aller sur des échéances assez longues parce que, encore une fois, on est sur des infrastructures énergétiques qui demandent un temps long pour démontrer leur rentabilité. Mais avec le tiers investissement, ce qui est intéressant, c'est que l'industriel accède, ou du moins c'est l'objectif à chaque fois que l'on fait une offre, accède à un mégawattheure qui est immédiatement moins cher que celui qu'il produit actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un engagement par rapport au prix de l'énergie qu'il paye, de quoi? 10% de moins cher? Alors, 20%? c'est difficile de le résumer ainsi, mais on va moduler, on va monter le projet. Déjà, on va vérifier sa fiabilité. Et puis ensuite, vont jouer plusieurs facteurs, notamment le montant de subvention, parce qu'on est obligé de recourir toujours à la subvention et donc au fonds chaleur de l'ADEME, via les appels à projets grandes centrales solaires thermiques. Donc, le montant de subvention va lui ajuster aussi le prix du mégawattheure qu'on est capable de faire de manière à être intéressant pour l'industriel. Donc, on est de l'ordre, effectivement, pour ce projet-là, on était un peu plus de 10% de leur prix de la chaleur produite à partir du gaz. À quel stade en est ce projet spécifique? Alors là, on a traversé toute une phase. Donc, on a été lauréat de l'appel à projet de l'ADEME, qu'on a complété ensuite par une subvention par la Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, alors on est un peu le projet a été un peu covidisé, on va dire. Donc, voilà, maintenant, Savencia, globalement, remet en place tous ces projets, ça n'a rien à voir avec le solaire thermique. Ils sont en train déjà d'affronter la crise qui touche et donc de réagencer tous les projets, sachant qu'on n'est pas mal embarqué, dans le sens où nous ne sommes pas un projet d'investissement, justement. Donc, on a un projet auquel ils doivent juste se réorganiser, mais il n'y a pas d'enjeu d'investissement. Par contre, on est en plein dans le thème de toutes ces sociétés industrielles qui cherchent à décarboner à tout prix, parce que c'est aussi une question que leur impose les investissements. Alors, il
Il y a du bruit derrière quelqu'un. Il faut couper les micros de ceux qui ne parlent pas. Quels sont les paramètres qui influent sur le coût du mégawattheure solaire que vous êtes en mesure de proposer? Oui, alors là, sur le slide, on essaie de mettre en lumière ces éléments-là parce qu'en fait, souvent on nous demande alors à quel prix vous vendez le mégawattheure. Certes, on a des objectifs, on veut être moins cher, on veut être compétitif, mais on n'est pas magicien non plus. Il y a des réalités physiques. D'abord, évidemment, la localisation, ça paraît stupide, mais effectivement, plus il y a de soleil, plus on va produire, donc plus on va rentabiliser la centrale et meilleur sera le prix du mégawattheure. Mais il y a beaucoup d'autres aspects, la durée du contrat, on l'a dit, les températures de procédé, ça c'est quelque chose effectivement qui est critique, qui n'est pas forcément instinctif au premier coup pour ceux qui n'ont pas de notion de thermique. Effectivement, si on a des températures de réseau de chaleur typiquement avec des boucles assez élevées, on va avoir plus de mal, on va avoir des pertes de rendement dans la centrale solaire, parce qu'en fait c'est des pertes thermiques qui se diffusent par le champ solaire. En revanche, si on a des procédés de nettoyage où on prend de l'eau ou du séchage, on prend de l'eau ou de l'air à 20-30 degrés et qu'on chauffe à 40, 50, 60, on a de très bonnes performances. Donc là, on va avoir un prix du mégawattheure qui sera d'autant plus intéressant. Et ensuite, évidemment, les subventions, c'est la taille de la centrale, parce qu'on a des économies d'échelle qui sont importantes à partir de 3000 m². Et puis, la spécificité du projet, c'est-à-dire du site, c'est-à-dire comment on s'intègre et qu'est-ce que cela demande comme raccordement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à 50 mètres du point d'intégration ou à 600 mètres, ça a tout autre impact économique sur le projet. Alors, la même question posée autrement, quels sont les défis pour pouvoir mener ce genre de projet dans l'agroalimentaire en particulier? Alors, dans l'industrie en général? Alors en général, je dirais que la première généralité, c'est qu'on a des interlocuteurs qui sont tous intéressés et qui veulent tous faire des projets. Voilà. Ça, on va dire, c'est pas un défi, c'est plutôt un avantage. Le problème, c'est quand on arrive à discuter concrètement, toutes ces personnes, évidemment, veulent faire un projet, mais pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que l'aspect vert, évidemment, est un déclencheur d'intérêt, mais jamais, en aucune des situations, n'a été suffisant pour déclencher un projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment… Donc, il y a des projets qui tombent forcément sur le chemin de la prospection, entre pas assez de foncier, donc du coup, pas une taille suffisante, pas assez de demandes, prix de l'énergie trop bas. Donc, forcément, on est obligé de faire le tri. Et les défis là que l'on a, c'est que malgré l'intérêt grandissant des industriels, on est face à un prix de l'énergie et du gaz, qui est donc l'énergie de base pour les industriels, qui est extrêmement bas maintenant. Donc, on est descendu il y a 2 mois à moins de 5 € du mégawattheure, la molécule de gaz. Et puis, à côté de ça, on a une taxe carbone, on l'a évoqué tout à l'heure déjà, qui est à tonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trajectoire. La trajectoire carbone de la loi de finance 2018, c'était notre guide, c'était notre espoir, c'était la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que là-dessus, on pouvait projeter des coûts qui doublaient l'énergie produite à partir du gaz pour les industriels. On passait de 5 à 18 € par mégawattheure de TICGN. Aujourd'hui, on est bloqué, le compteur est bloqué à 8, 8 et quelques, et donc ça ne bouge plus. Et donc les industriels n'ont plus du tout de levier ou de bâton pour enclencher des solutions de décarbonation sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, c'est très peu cher, quoi. Merci. Donc l'intérêt des subventions, qui sont absolument indispensables, et il faut là-dessus voilà, être reconnaissant d'être dans un pays aussi qui mobilise des moyens, même si c'est pas facile. Il y en a d'autres où c'est quasiment inexistant. On espère tous que dans le cadre du Green Deal européen, la question de la taxe carbone va revenir sur la table de façon un peu plus conséquente. Vous restez en ligne, on aura d'autres questions pour vous tout à l'heure. On va passer à quelqu'un qui peut-être apporte des solutions aussi sur la question de l'agroalimentaire, du solaire dans l'agroalimentaire, avec Nathalie Dupassieux, qui est donc chef du laboratoire système solaire et thermodynamique du CEA INES. Alors, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Donc, on aborde toujours le solaire dans l'agroalimentaire, mais cette fois sous l'aspect recherche et développement. Et vous vouliez en particulier nous parler du projet de démonstration européen Ship2Fair, que Oui, je ne tout à fait. m'aventure pas à décrire moi-même. Donc, quel est ce projet? Oui, alors déjà peut-être quelques mots de contexte. Le solaire, la chaleur solaire pour l'industrie a un grand potentiel de déploiement. Au niveau européen, on a 28% de la consommation d'énergie thermique qui est pour l'industrie avec des températures à moins de 250 degrés. Donc c'est un champ de déploiement d'intégration de chaleur solaire important, et c'est pour ça que la communauté européenne s'y intéresse et que nous, centre de recherche, on est voilà, investi de différents projets sur ce déploiement. Donc concernant le projet Ship2Fair, donc c'est un projet qui est vraiment axé sur l'industrie alimentaire, agroalimentaire, et l'objectif du projet, c'est déployer, booster, tel que c'est défini dans le consortium, les déploiements de chaleur solaire thermique dans ces industries. Alors oui, pourquoi intervenir au niveau R&D, puisque on se rend compte que au-delà de l'existence de nos technologies, celles qu'on partage aujourd'hui, les faire non pas accepter, mais que les industriels puissent se les approprier, c'est aussi une nécessité. Donc le projet Ship2Fair vise à intégrer sur 4 sites de démonstration des technologies plus ou moins matures de solaire thermique. Donc ça va du conventionnel panneau plan au tube sous vide qui peut monter un peu plus haut en température jusqu'à 120 degrés, et à tester également des technologies qui permettent d'aller vers les hautes températures au-delà de 200 degrés avec des technologies à concentration ou cylindro-parabolique ou Fresnel. Donc l'intérêt du projet Ship2Fair, c'est qu'il met autour de la table les industriels. Donc on a des sites agro avec Martigny, avec un site de vinification en Espagne, avec voilà, 4 sites industriels consommateurs qui vont intégrer, qui ont intégré, puisque c'est déjà construit pour la plupart, des technologies solaires thermiques dans leurs procédés. Donc avant de réaliser cette intégration, le projet s'était attaqué à avoir des outils et des méthodes qui vont être réplicables pour d'autres industriels, avec ce qu'on appelle les outils de réplication ou les outils de dimensionnement qui ont été mis en place, qui vont être testés, mis à jour et ensuite mis à disposition sur les sites européens pour que d'autres industriels puissent s'approprier ces technologies et pouvoir définir quelles sont voilà, la techno à implanter en fonction de son process, quelle va être la nécessité de réguler, quelles vont être les couvertures solaires, tous les points clés qu'un industriel a besoin de quantifier pour faire le choix d'une technologie solaire. Bien sûr, le CO2 évité, les OPEX, les CAPEX. Voilà vous êtes les au milieu du grandes projet, idées. au début du projet, vous avez déjà des délivrables, comme on dit? Oui, alors effectivement, le projet est à peu près à mi-parcours, peut-être un peu plus. La première installation tourne sur le site de vinification en Espagne, le site de Roda. Et la suite là, des travaux, ça a été évoqué par d'autres participants dans la journée, c'est avoir un retour d'expérience avec un suivi sur le long terme de toutes les installations, et celle-ci qui a déjà démarré, pour pouvoir mettre à jour tous ces chiffres de performance, quelle va être la couverture solaire, quelle va être la performance réelle des systèmes, l'intégration des stockages, comment les outils de pilotage dynamique des systèmes vont s'intégrer avec le procédé dans l'esprit de construire des outils utilisables pour la suite du déploiement. D'ailleurs, à la fin du projet, l'Europe attend que d'autres sites industriels puissent intégrer aussi de l'énergie solaire dans leur process en utilisant les outils de Ship2Fair. Alors pourquoi est-ce qu'il faut encore de la recherche et du développement dans le domaine de
du solaire thermique pour l'industrie. Il y a eu plusieurs réalisations à travers l'Europe qui ont déjà vu le jour. Donc, à quoi ça sert de mener des nouveaux démonstrateurs, de mettre à point des nouveaux démonstrateurs? Vous avez parlé des outils, mais sur le principe, qu'est-ce qui va apporter de nouveau ce projet? Le projet Ship2Fair, qu'apporte-t-il de nouveau par rapport à tous les projets qui existent déjà dans l'industrie et qui sont eux-mêmes aussi des références? Oui, tout à fait. Donc, c'est apporter de nouvelles références, peut-être aussi des références dans ce domaine de l'agro-industrie qui fit très bien en termes de température. Et ces nouvelles références vont être aussi des sites ouverts, donc des sites où les industriels s'engagent à accueillir d'autres industriels ou d'autres personnes intéressées par ce type de process pour avoir aussi un accès à ces intégrations, avoir vraiment, au-delà de l'accès au site aussi, des cycles de formation avec le déploiement de kits de formation pour pouvoir déployer la filière, donc des formations vers des PME, vers des étudiants. Donc il y a tout un programme également de vitrine et d'échanges sur ces sujets. Donc c'est une partie pourquoi de la recherche? Pour pouvoir communiquer, pour pouvoir donner les bons chiffres, pouvoir sur le long terme suivre ces indicateurs clés, démontrer la pertinence et démontrer l'apport en termes de bien sûr CAPEX, OPEX, retour sur investissement et CO2 évité pour avoir aussi des chiffres très, très propres, très transparents sur le long terme et sur différents sites. Donc on intervient vraiment en déploiement, c'est le transfert de technologie qui est visé. Et puis en termes de R&D, c'est un focus important sur les stratégies de contrôle, bien adapter le système solaire aux besoins du procédé avec un contrôle fin, mais le plus simple possible. Donc on intégrera de l'intelligence artificielle, des éléments suite à ce projet dans des outils simples et déployables. Alors, il y a encore un peu tôt pour en parler, mais vous démarrez aussi un autre projet de recherche, cette fois pour la production de chaleur solaire à haute température, toujours pour l'industrie. Je ne sais pas si ce sera typiquement sur l'agroalimentaire. Alors, à la fois de la chaleur haute température, mais aussi du froid. Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet particulier. Vous pourriez me dire quelques mots parce que c'est un projet qui est quand même assez original et ambitieux. Oui, donc voilà, c'est un projet qui démarre, le projet Friendship, toujours dans un consortium européen dans lequel le laboratoire est impliqué et leader sur ce projet. C'est qu'au-delà de l'agroalimentaire qui a souvent un besoin de chaleur au-dessous de 200 degrés, il y a toute une partie de la consommation de chaleur en Europe qui est pour des températures plus importantes, au-delà de 120 jusqu'à même 250. Et donc là, pas forcément en agroalimentaire, mais pour d'autres technologies, industries. Vous êtes toujours là? Oups, on a perdu Nathalie Dupassieux. Donc, bon, en attendant qu'elle revienne, je vais passer à vous, Florence Saunier, parce que vous êtes justement à la jonction entre les deux thèmes que nous voulions aborder cet après-midi. À la fois Bonjour. sur... bonjour. À la fois, donc, Florence Saunier, je répète, vous êtes responsable commercial du fabricant de capteurs TVP Solar. Et vous avez différents projets, dont un projet dans l'agroalimentaire, même si ce n'est pas exactement ce que vous allez développer aujourd'hui. Vous pourriez quand même dire aussi ce que vous êtes en train de monter sur ce sujet de l'agroalimentaire. Tout à fait. Alors en fait, on est un des fournisseurs de technologies sur le projet Ship2Fair, justement. Et deux des sites de démonstration seront réalisés par nos soins en utilisant la technologie donc, de capteurs plan sous vide. La première installation donc, qui sera mise en route prochainement sera sur une usine de Martigny-et-Rossi à Turin. L'objectif sera ici de faire de la vapeur basse pression sur la période estivale et le chauffage des bâtiments sur la période plutôt hivernale. C'est une installation de 600 mètres carrés et donc l'objectif c'est d'être à des températures autour de 140 degrés, 135-140 degrés en vapeur.
La deuxième installation sera française. Elle sera faite sur un site industriel dans le sud-ouest de la France, une usine agroalimentaire toujours qui fait des spécialités du sud-ouest, donc à base de canard. L'installation consiste en un champ solaire de 1600 mètres carrés de panneaux plans sous vide toujours, qui seront utilisés donc pour deux applications. La première, ce sera de réchauffer les condensats d'une chaudière vapeur 8 bars. Donc on va venir récupérer de l'eau à 100 degrés en sortie d'un économiseur qui fonctionne avec la chaleur de récupération des fumées. Et on va venir préchauffer cette eau de 100 degrés à 140 degrés pour ensuite limiter l'utilisation des énergies fossiles de la chaudière gaz qui, elle, s'occupera de faire donc, le 140 degrés à 180 degrés en vapeur. Et la deuxième application sera également de faire l'eau chaude sanitaire du site. Donc, il y a un gros stockage d'eau chaude sanitaire qui sert notamment au nettoyage, qui fera également partie de la couverture solaire. Merci pour la transition. Nathalie Dupassieux m'a écrit qu'elle cherchait à se reconnecter, donc on continuera à vous poser quelques questions sur Friendship tout à l'heure. On va continuer avec vous, Florence Saunier, parce que vous êtes là aujourd'hui justement pour parler aussi d'un autre segment, les réseaux de chaleur, avec une expérimentation que vous menez, vous engagez à Genève, un démonstrateur injectant dans le réseau de chaleur de la ville. Est-ce que vous pourriez nous présenter? Donc là, on est toujours sur la même technologie utilisée, donc panneau plan sous vide, et on vient se connecter donc à un des réseaux de chaleur du canton de Genève, qui en fait a la spécificité, comme beaucoup de réseaux de chaleur existants en Europe, et notamment en France et dans le nord de la France, ça a été abordé tout à l'heure avec Alexandre Pauvert, d'avoir un retour de réseau qui est relativement élevé. Donc là, on est sur un réseau qui est autour de 72 degrés toute l'année et qui, avec des technologies de panneaux plans plus traditionnels, limite souvent le rendement. Ce n'est pas le cas justement avec le panneau plan sous vide, et c'est justement l'objectif de ce démonstrateur de 800 mètres carrés, de montrer qu'on va être capable de produire de la chaleur à 80 degrés toute l'année, malgré justement ces températures de retour relativement élevées. D'accord. Je crois qu'il y a un deuxième slide. Donc, on est en train de réaliser en fait en ce moment même les tests de mise en route. Donc, si tout se passe bien, la centrale sera mise en route d'ici 2 à 3 semaines. Voilà, donc c'est un projet qui a débuté il y a à peu près 1 an et demi, qui a été évidemment retardé avec le Covid. On devait initialement mettre en route en mars. Voilà, on a pris un petit peu de retard. Alors, le productible attendu de cette installation, c'est 516 MWh par an. Si on remet ça en kilowattheure par mètre carré par an, c'est à peu près 645 kWh par mètre carré par an, et ça correspond à une efficacité moyenne d'environ 58% à l'année. Sur une emprise au sol de 1600, environ 1700 mètres carrés. On est sur une structure métallique qui avait initialement été installée il y a une quarantaine d'années pour tester des tubes sous vide à l'époque. Donc on était déjà sur une installation solaire thermique. Puis elle a été réutilisée pour mettre du photovoltaïque, et maintenant on repasse en solaire thermique. Donc c'est un petit peu la victoire du solaire thermique. C'est le carport du solaire de Genève, quoi. Ouais, exactement. Voilà, en fait, on a l'avantage d'être à proximité des chaudières gaz qui feront effectivement auxiliaire, puisque là, on est sur un projet de démonstration dans le sens où la couverture de ce champ solaire est vraiment infime par rapport à la totalité du
de la production d'énergie thermique réalisée sur le réseau, qui est d'environ 300 gigawattheures par an. Donc, vous voyez, 516 par rapport aux 300 gigawattheures, c'est pas grand-chose. En revanche, on est sur un démonstrateur technique et l'objectif, c'est vraiment de démontrer que on a une faisabilité ici de ce type de technologie et aussi une fiabilité du système dans sa durée. Donc, vous parlez de démonstrateur, ça veut dire que les services de Genève sont dans l'esprit prêts à multiplier des installations de plus grande taille solaire pour s'intégrer dans leur réseau de chaleur? Est-ce qu'il y a un objectif tracé par les services de la ville? Alors, évidemment, comme tous les réseaux de chaleur en Suisse et européens, ils s'intéressent évidemment à intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable. Ils ont identifié un potentiel sur ce réseau-là en particulier de 5 fois la dimension de ce premier champ solaire-là. Donc évidemment, le but, c'est de répliquer ce champ solaire, peut-être aussi de manière décentralisée. Donc pourquoi pas en fait ne pas avoir un grand champ solaire de plusieurs milliers de mètres carrés, mais plusieurs petits champs solaires à des endroits spécifiques du réseau. Donc c'est aussi quelque chose qu'ils souhaitent étudier. Évidemment, alors ils ont des objectifs. Le réseau de la ville regarde également l'intégration de géothermie, de biomasse. Donc le solaire thermique fait partie des énergies renouvelables étudiées pour pouvoir augmenter leur part de renouvelables, d'énergie renouvelable au sein du réseau. Ouais, ils sont étudiés, mais il n'y a pas encore de feuille de route, quoi. Ils sont justement en train de tester la technologie, c'est ça que vous dites? Alors aujourd'hui, sur ce réseau-là en particulier, on parle de 50% d'énergie non fossile. En fait, initialement, le réseau de chaleur, qui celui-là a une cinquantaine d'années, a été créé sur la récupération de chaleur d'une usine d'incinération. Mais qui n'est pas considéré comme étant renouvelable, mais plutôt non fossile. Donc, il y a déjà une grande part de cette énergie qui ne vient pas d'énergie fossile comme du gaz. Maintenant, clairement, l'objectif, c'est d'insérer en plus de cette énergie de récupération et du biogaz, des énergies renouvelables. Il y a également un gros travail qui est réalisé sur le froid. Il y a également un réseau de distribution de froid qui est basé sur le lac de Genève. Donc, on va chercher de l'eau froide en profondeur. Et là, on a de l'eau pour climatiser des bâtiments, par exemple, de manière totalement renouvelable. Donc, les énergies renouvelables sont bien au cœur de la stratégie de développement du réseau de la ville. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, on va poursuivre sur la thématique des réseaux de chaleur avec Christine Delors, qui a l'ambition de multiplier la réalisation dans la région Rhône-Alpes en particulier. Elle va nous l'expliquer. Donc Christine Delors, vous êtes ingénieure solaire thermique de l'INES, donc l'Institut national de l'énergie solaire PFE, plateforme formation et évaluation. Et donc, vous avez été missionné avec l'association Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement pour accompagner le développement du solaire thermique sur réseau de chaleur. Quelle est cette mission dont vous avez la charge? Oui, donc effectivement, la mission que l'on a, c'est de tout simplement disséminer le solaire thermique dans les réseaux de chaleur sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, de donner suite au premier projet qu'il y a pu y avoir, aux premières dynamiques qu'il y a eu dans la région, notamment lors du projet SDH P2M. Et donc, on a plusieurs sous-objectifs pour atteindre cet objectif final, notamment de créer de nouvelles références d'installations solaires sur réseau de chaleur sur le territoire. Et puis, de développer une politique d'aide pour les maîtres d'ouvrage des réseaux de chaleur. Donc, en gros, une aide à la décision, est-ce que j'y vais ou pas sur un projet solaire, une aide à l'investissement, et puis animer un peu tout ce dispositif et toutes ces démarches à mener pour atteindre la mise en place d'un projet solaire sur réseau. Et on cherche aussi donc à faire émerger une véritable filière avec des acteurs qui seraient formés
Donc là, on s'appuie sur le fait que nous sommes nous-mêmes centre de formation et qu'on propose déjà des formations orientées solaires sur réseau de chaleur. Et l'objectif, c'est de former de plus en plus de bureaux d'études, de plus en plus de maîtres d'ouvrage, d'exploitants à ce type de technologie pour qu'il y ait de plus en plus d'installations et qu'elles soient performantes. Et enfin, un autre axe de travail qu'on a, c'est de valoriser à la fois ce qui a déjà été fait et ce qui sera fait dans le cadre de ce projet pour que la technologie soit de plus en plus connue et de mieux en mieux acceptée également. On a déjà entendu aujourd'hui que le solaire thermique est très apprécié des Français, mais il reste quand même vraiment méconnu et donc on a tout ce travail-là également à mener. Est-ce qu'il y a déjà des réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui fassent déjà référence? Oui, bien sûr. Donc il y a, j'en citerai deux. Il y a notamment le réseau de chaleur de Vorep, donc à proximité de Grenoble, qui a été mis en service en 2018. Donc là, on est sur un petit réseau de chaleur qui était en création et qui combine biomasse et solaire, qui est une combinaison qui fonctionne très bien puisque du coup, la biomasse est souvent arrêtée l'été et c'est le bon moment pour que le solaire thermique prenne le relais. On est sur un petit réseau, il fait à peu près 1,2 km de longueur. Les capteurs ont été installés en ombrière et on a à peu près 160 mètres carrés de capteurs. Et donc à l'INES, on assure le suivi de la production de cette installation depuis qu'elle a été mise en service. Et on a depuis cet été, donc là depuis début septembre, on a enfin une année complète de fonctionnement qui nous permet de vraiment faire le bilan de cette installation et qui s'avère très bon par rapport aux attentes, notamment sur le productible solaire, puisqu'on a un productible, on peut faire le lien avec les chiffres que Florent vient juste de présenter, un productible d'environ 540 kWh par mètre carré par an, ce qui est notamment largement supérieur aux attentes de l'ADEME dans le fonds chaleur pour cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, en termes de taux de couverture, on est à peu près à 5%, voilà, ce qui reste faible, mais voilà, c'est un des premiers projets, on est sur un petit champ solaire. Et ce suivi a permis aussi de faire émerger des axes d'amélioration de performance du champ solaire, notamment par l'abaissement des niveaux de température du réseau et puis par l'augmentation de la charge du réseau, c'est-à-dire notamment en intégrant des nouveaux abonnés. Et je vais également donc citer le réseau de chaleur qu'il y a sur le site de l'INES, donc du côté recherche et développement, côté CEA, qui est un réseau qui avait été mis en œuvre en 2017 et qui a à peu près 300 mètres carrés de capteurs. Et puis il y a le projet donc sur Grenoble, a priori donc avec TVP, qui devrait peut-être bientôt démarrer. Voilà, qui sera également un petit projet plus de démonstration, mais n'empêche une démonstration qui fonctionnera et qui permettra de donner envie à d'autres réseaux de monter leur champ solaire. Alors, quels sont les types de réseaux que vous visez? Est-ce qu'il y a déjà de nombreux candidats à vos yeux en région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui. Alors pour ce projet, on s'est orienté sur les petits réseaux. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, on a préféré ne pas regarder au départ les gros réseaux parce que souvent ils sont en zone urbaine et donc on a des difficultés d'accès au foncier. Le foncier, c'est quand même une des problématiques qui est ressortie lors des différentes études, notamment l'étude qui avait été menée dans les Hauts-de-France. Donc on s'est dit, on va regarder les petits réseaux qui sont plus souvent en région campagne, on aura accès à du foncier. Et également, souvent, les gros réseaux sont en DSP, en délégation de services publics, et donc ça peut être plus complexe au niveau des négociations pour entamer la procédure du projet solaire. Et sur les petits réseaux, à l'inverse, donc on est a priori sur des plus petits projets, donc aussi plus réalistes en termes de temps de réalisation dans le cadre de notre projet. Et on s'est aussi concentré sur des réseaux qui ont un appoint fuel. Tout à l'heure, au cours de la journée, il a été évoqué le prix du gaz qui est effectivement un problème pour rendre compétitif le solaire. Donc là, si on s'appuie, si on vise des réseaux qui ont un appoint fuel, on a forcément
intérêt économique qui est plus évident pour ces réseaux-là. Voilà. Et de plus, ils fonctionnent, voilà, on a cherché des réseaux qui fonctionnent en régie. Donc, dans ce cadre-là, le maître d'ouvrage, c'est la collectivité. Donc, on a en face de nous, a priori, un acteur qui est plus réactif s'il est intéressé par l'intégration du solaire sur son réseau. Est-ce que vous avez développé aussi des outils d'aide à la décision pour ces acteurs en question? Donc, il y a 2 outils qui sont effectivement développés et orientés pour l'intégration du solaire sur les réseaux de chaleur. Qui ont été développés donc par le CEA INES, par Indigo et par nous-mêmes INES PFE. Donc, il y a notamment l'outil Pixel qui est vraiment sur l'étude d'opportunités très en amont et qui s'adresse à des nouveaux réseaux. Donc, typiquement le cas de vos REP, des réseaux qui seraient plutôt donc, en fonctionnement en température assez basse. Et donc, c'est un outil en ligne gratuit qui est très simple d'utilisation et qui, en quelques données, permet d'estimer grosse maille la surface de capteur nécessaire et l'intérêt ou non économique de mettre du solaire. Et ensuite, il y a un deuxième outil qui s'appelle ENRSIM, qui là est beaucoup plus poussé. C'est un outil de prédimensionnement d'installations solaires sur des réseaux multi-énergie. Et donc là, qui s'adresse plutôt à des bureaux d'études et qui va permettre de simuler un réseau qui aurait jusqu'à 3 générateurs différents sur le réseau. Donc, par exemple, un générateur biomasse, un appoint gaz et du solaire, et de faire un premier dimensionnement du champ solaire à partir de la charge du réseau, de son fonctionnement en température, de son fonctionnement en loi d'eau, etc. Et donc voilà, ces 2 outils sont gratuits, ils ont été financés donc par l'ADEME et en partie par la région, et ils sont accessibles directement sur le site de l'INES. Il s'agit de quoi? De calcul de tableurs, de logiciels? Ouais, donc ce sont des outils de calcul, de dimensionnement d'installation. Donc c'est tout. En fait, il y a toujours une interface homme-machine conviviale qui permet voilà, de rentrer les données, soit l'architecture du réseau, les données, par exemple, de puissance des différents générateurs, de la taille des installations solaires, etc., et d'aboutir à des productibles solaires. Très bien. Et un mix énergétique même du réseau. Voilà. Dans le cadre de ce projet, jusqu'où va votre accompagnement? Est-ce que vous allez aller jusqu'à l'aide à la concrétisation d'avoir des installations sur le réseau de chaleur? Alors, d'une manière générale, à la fois donc l'INES et puis Aura2E, donc on peut en fait faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc accompagner le porteur du projet jusqu'à la mise en œuvre de l'installation et même par la suite à son suivi, comme on a pu faire sur vos REP. Et là, dans le cadre du projet, on l'a dimensionné de façon à pouvoir accompagner jusqu'à 2 installations jusqu'à leur réalisation. Voilà. D'accord. Et là, concrètement, dans les actions qu'on mène actuellement, donc on a tout à l'heure, vous me demandiez le nombre de réseaux qui avaient été identifiés. Donc, on en a identifié plusieurs dizaines qui pouvaient répondre à nos critères. Et donc, dans nos démarches, on contacte en fait les maîtres, les propriétaires de réseau et les exploitants de réseau. On les rencontre, on leur présente notre démarche, on leur présente ce qu'est le solaire thermique, ce qu'est un projet solaire thermique sur réseau, et on leur fait une première étude d'opportunité pour leur permettre de décider si oui ou non ils veulent aller plus loin et s'engager sur les différents, notamment dans les différentes démarches de demande d'aide, de demande de subvention pour concrétiser un projet. Mais il faut leur forcer la main ou ils se montrent intéressés d'emblée? Alors, c'est plutôt, plutôt très intéressé, toujours pour nous recevoir. Également curieux. En fait, il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est le solaire thermique. Il est vraiment pas rare. Voilà, moi, ça m'est arrivé de mener une réunion et puis, en fait, de me rendre compte qu'ils ne savent même pas à quoi ressemble un capteur solaire thermique. Donc, il y a un vrai intérêt, si ce n'est que pour s'informer sur cette énergie qui est encore méconnue. Et donc après, non, plutôt, on va dire ceux qui nous reçoivent une première fois, c'est qu'ils ont une envie d'aller plus loin, et donc voilà, on creuse effectivement l'opportunité économique de lancer un projet.
D'accord. En quoi consiste la prochaine étape de votre projet? Est-ce qu'il y a des événements à venir? Oui, donc effectivement, il y a un événement donc lundi prochain, le 5 octobre, en région. Le comité Solora, donc, puisque l'objectif du projet, c'est bien de créer une dynamique régionale autour du solaire sur les réseaux de chaleur. Donc, on propose ce premier rendez-vous qui donnera suite à d'autres rendez-vous, on espère, pour rassembler les différents acteurs, quel que soit leur positionnement sur la chaîne d'un montage de projet solaire sur réseau, et de leur permettre de se rencontrer, de permettre d'échanger sur les actions et les leviers pour développer ce type de projet. Donc, cette rencontre, je vous ferai parvenir à la suite le lien pour vous inscrire pour ceux qui le souhaitent, est proposée pour l'instant en présentiel et en distanciel. Pour l'instant, on souhaitait garder la dimension présentielle puisque l'objectif, c'est effectivement de permettre des rencontres et des échanges. Voilà. Merci et après, juste, je rajoute aussi, pardon, sur les actions qu'on mène. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure les formations. Donc, on a à venir très prochainement, là, début novembre et mi-novembre, 2 formations sur cette thématique. Une première qui est dédiée aux grandes installations solaires thermiques, qui a lieu sur 2 jours et sur laquelle on évoque les grandes installations sur les process industriels et les grandes installations sur les réseaux de chaleur. Et ensuite, mi-novembre, une formation de 3 jours internationale qui est 100% dédiée au solaire thermique sur les réseaux de chaleur. Et donc là, on fait intervenir des bureaux d'études à la fois français et étrangers qui ont déjà travaillé sur ce type de projet. Et donc, c'est vraiment l'occasion de balayer toutes les étapes d'un montage de projet solaire sur réseau du début à sa fin avec des retours d'expérience. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Christine Delors, j'avais déjà le nom de Nathalie en tête puisque c'est à elle qu'on va redonner la parole à présent. À la fois pour terminer ce que vous aviez commencé à dire sur Friendship, mais de façon assez brève, et puis aussi pour parler d'un autre projet que vous menez, cette fois sur réseau de chaleur. Et donc on va parler dans un instant, mais peut-être sur Friendship pour commencer. Il faudrait vous ouvrir le micro. Donc, il s'agissait de chaleur industrielle haute température et de froid industriel, là aussi à très basse température, moins 10, moins 20 degrés. Est-ce que vous êtes avec nous? Ça ne va pas tarder. Oui, voilà. Oui, excusez-moi, j'ai été coupée en plein élan, donc j'étais en train de vous parler de projets plus R&D cette fois-ci. Est-ce que vous m'entendez bien, Vincent? Oui, je vous entends très bien, oui. Oui, j'étais en train de vous parler de projets R&D où la question est de produire de la chaleur à plus haute température, puisque avec nos technologies solaires, on va dire matures, conventionnelles, on va monter facilement à 120, voire voilà, 130, 150 avec des panneaux sous vide. Toutefois, monter à plus haute température pour certains procédés, c'est un vrai défi. Et donc, on a un projet qui démarre, là, cette fois-ci, vraiment d'intégration de nouvelles technologies avec pompe à chaleur haute température couplée technologie solaire et également production de froid à partir de cette chaleur solaire, donc froid jusqu'à moins 20 degrés pour des procédés industriels également. Donc, on va avoir 2 sites de démonstration, dont un sur Grenoble au CEA pour ces couplages technologiques pour pouvoir adresser une partie de la chaleur haute température avec pas seulement des technologies solaires, mais des couplages avec des objets thermodynamiques innovants. Il faudra que vous veniez nous en reparler dans les états généraux à venir. Je voulais vous faire réintervenir sur les réseaux de chaleur, puisque le CEA-INES a aussi mené un projet de recherche qui concerne l'injection de chaleur solaire, non plus de façon centralisée, mais par de grandes installations, mais de façon décentralisée, comme l'évoquait Florent tout à l'heure, sur un modèle qui ressemble à celui du photovoltaïque, en fait, qui est de l'autoconsommation avec injection de surplus dans le réseau. Est-ce qu'on peut faire ça avec du solaire thermique?
Oui, tout à fait. C'était l'objet d'un projet européen qui s'est terminé, le projet Thermos, où l'objet d'étude était d'utiliser les bâtiments connectés à un réseau de chaleur comme producteurs de chaleur solaire. Donc, chaque bâtiment ayant des surfaces à valoriser peut être équipé de surfaces solaires thermiques et être également producteur de chaleur qui va être réinjectée dans le réseau. Et donc, pour ce faire, c'est le développement de sous-stations de connexion entre l'installation du bâtiment et le réseau de chaleur qui a été notamment développé avec les partenaires du projet. Donc, donc une c'est étude faisable. complète, réalisation et oui, ça fonctionne. Mhm. Et que faut-il pour que ce modèle-là prenne et se développe, la Oui, alors production décentralisée? on en revient, je crois que c'était le maître mot dans la discussion, la question du tarif d'achat de cette chaleur décentralisée et que voilà, le tarif soit suffisamment rémunérateur pour les installations et que l'ensemble des acteurs du réseau des bâtiments puissent retrouver leur modèle économique. Donc c'est vertueux d'un point de vue énergie et d'un point de vue CO2 et le modèle est à pousser avec ces questions de travail de tarifs d'achat pour que ces solutions puissent se déployer. Elles permettent d'accéder à des surfaces sur les bâtiments et donc d'utiliser valoriser du foncier de manière délocalisée autour du réseau de chaleur. Alors pour conclure, on voit que le CEA INES s'intéresse beaucoup au solaire thermique. Et comment est-ce que vous voyez votre rôle, vous, CEA, dans le déploiement de toutes ces solutions? Oui, alors déjà, un centre de recherche continue à s'intéresser à ces solutions qui ont une certaine maturité. Hein. On disait ce matin, voilà, c'est une solution des années 80 en parlant de séchage notamment. On a des objectifs communs au niveau européen, au niveau nationaux sur atteindre des énergies zéro carbone. Donc cette solaire thermique est une énergie qui est décarbonée, qui permet aussi de répondre à des questions de sécurité d'approvisionnement, puisqu'on l'a vu là à travers ce projet Thermos, on peut avoir des productions locales. Christine Delors parlait également de déploiement en région. Donc on a vraiment la possibilité de travailler sur cet aspect sécurité d'approvisionnement d'énergie. Et la vision qu'on porte d'un point de vue recherche au CEA et avec les d'autres partenaires européens, c'est qu'elle participe complètement à un mix énergétique, cette chaleur solaire. Donc on a encore besoin de R&D pour l'intégrer. On parlait d'outils d'outils dynamiques pour l'intégrer soit dans un procédé, pour l'intégrer en relation avec un autre objet thermodynamique. On a parlé de pompe à chaleur, haute température ou de production de froid. Donc, on pense qu'elle s'intègre dans ce mix énergétique. Et notre rôle, nous, en tant que centre de recherche, c'est de fournir des outils, des simulateurs, faire des calculs avant que les installations soient déployées, mais aussi de tester des nouveaux composants, des nouveaux assemblages de technologies avec un mix électricité, chaleur, conversion. Et on est doté de plateformes technologiques où on peut accueillir de tels projets, donc pour des industriels, pour définir aussi des déploiements sur les territoires. Donc pour les territoires, pour les industriels, on est doté de ce type d'outils pour le déploiement de cette énergie décarbonée. Et donc on peut venir vous voir si on a des projets. Tout à fait. Vous pouvez venir nous voir. Industriel, projet de R&D, des choses vers l'application telles qu'on développait ou des choses plus innovantes. On a beaucoup de choses dans les cartons, beaucoup plus bas TRL. C'est pas l'objet de la discussion ici, mais voilà, on fait partie de cette filière, le côté le plus bas de la R&D. Merci beaucoup. On arrive au temps des questions et réponses. Est-ce que Kevin Mozat-Santi est toujours avec nous? Oui. Donc vous pouvez, Edwige, pardon, pas vous, mais Edwige va peut-être pouvoir poser les questions qu'elle a reçues pendant cette dernière table ronde.
Oui, j'ai une question qui peut concerner à la fois Kevin Mozas et Nathalie Dupassieux sur la partie industrielle qu'ils ont présentée. Une question qui est de comment, avec un prix du gaz à moins de 50 € le mégawattheure et connaissant le coût moyen d'un investissement en solaire thermique, peut-on garantir le coût de l'énergie moins cher à un industriel? Et est-ce qu'on ne parle pas uniquement de zones où on n'est pas alimenté par le gaz de ville? Alors, Kevin Mozas d'abord et Nathalie Dupassieux. Alors, le prix du gaz à 50 € du mégawattheure, j'aimerais beaucoup. Mais malheureusement, c'est plutôt aujourd'hui là, entre 5 et 10 le mégawattheure, la molécule. À cela, il faut ajouter le transport et les taxes. On arrive grosso modo aujourd'hui à un gaz payé par l'industriel à une vingtaine d'euros du mégawattheure. Alors nous, on vient proposer de la chaleur, donc à ça, juste pour modérer un peu le propos, on vient remplacer de la chaleur. Donc il y a des rendements qui rentrent en jeu. Donc in fine, on vient se comparer à une trentaine d'euros du mégawattheure. Ça reste compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut aller, pour ces industriels-là, vers des installations de très grande taille, viser les process les plus pertinents, c'est-à-dire ceux qui vont permettre d'accéder à des rendements importants, c'est-à-dire des faibles températures dans un premier temps. Et puis ne pas faiblir sur les besoins de subventions qui vont pouvoir faire émerger un modèle, puisqu'aujourd'hui, en fait, le solaire thermique n'a pas connu la courbe d'apprentissage et de démonstration et donc de volume de production qu'a connu le photovoltaïque. Et donc, pour cela, il faut continuer à le soutenir parce qu'il a un véritable atout de décarbonation. Mais en soi, la réponse, c'est que tous les projets ne sont pas forcément rentrent pas forcément dans les critères, mais qu'il y a quand même assez d'industrie et assez de besoins de décarbonation pour en faire. Nathalie Dupassieux, vous voulez compléter la réponse? Oui, donc effectivement, la question de cette énergie solaire thermique par rapport à d'autres énergies fossiles, voilà, on peut la poser par rapport au coût final. Notre position qui est aussi assez long terme, c'est quelle est l'analyse du cycle de vie total de cette énergie solaire? Qu'est-ce qu'on apporte en termes de CO2 évité? Et voilà, on parle de subventions, on parle aussi du coût de la tonne de CO2 qui peut complètement changer le paysage. Et puis dans le domaine de l'industrie, nos interlocuteurs nous parlent aussi de politique volontariste dans des entreprises de toute taille sur avoir des indicateurs de réduction de CO2 émis. Et indépendamment là, des coûts qui vont être forcément plus importants que des coûts du gaz, on peut voir aussi voilà, des acteurs industriels prendre en main cette question de décarboner leurs énergies et de développer ce type de projet. Et puis le point que j'ai pas évoqué et qui ressort beaucoup dans nos projets européens avec tous les acteurs européens, c'est la question baisse de coûts par la standardisation. Donc comment atteindre des volumes importants de production de ces technologies, des capteurs, mais également de projets à plus grande échelle pour faire baisser ces coûts et comment aller vers cette standardisation telle que l'a connue le photovoltaïque, mais on a encore beaucoup de relais pour faire baisser ces coûts et aussi communiquer et s'appuyer sur le CO2 évité avec de telles technologies. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, alors une question pour Florence Saunier. Sur une installation du type de Genève, à quel coût du mètre carré solaire installé est-on? C'est carré. Ouais. Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous donner finalement des coûts qui sont des coûts relatifs à la Suisse, dont on sait que souvent le coût de la vie et donc in fine le coût de l'installation est nettement plus important que ce qu'on peut retrouver en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une installation comme à Genève, on obtient un coût du mégawattheure autour des 60 francs suisses le mégawattheure et que en France, on sait qu'on sera capable de faire moitié moins ou du moins entre 30 et 40 euros le mégawattheure. Donc l'aspect financier
sur cette installation précisément en Suisse est pas forcément un bon exemple si on veut comparer ça avec le marché français. D'accord, merci. Encore une question? Une dernière? Oui, merci. Alors, juste une dernière concernant l'intervention de Christine Delorde. Alors, d'abord, il y avait un complément, une remarque qui disait que dans le nombre de projets qui ont été évoqués par Christine sur les réseaux de chaleur solaire, il y a également un projet en cours avec 2000 m² de capteurs et 1000 m³ de stockage sur Narbonne. Voilà, donc un projet avec Dalkia qui a Oui, pardon, j'évoquais les projets dans la région et non pas tous les projets en France. C'est pour ça que je n'ai pas évoqué celui-là. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'était juste une remarque donc, voilà, d'un participant. Et puis une question, sur un réseau de chaleur, comment gère-t-on la différence entre les besoins de chaud entre l'hiver et l'été? J'imagine la question, c'est pour vis-à-vis de l'intégration du solaire thermique. En général, on a plusieurs générateurs d'énergie sur le réseau de chaleur. Donc, le classique que j'évoquais tout à l'heure, ça va être avec de la biomasse, un appoint gaz et du solaire. Et donc, en fait, on va dimensionner le solaire sur les besoins estivaux pour qu'en été, la production solaire corresponde aux besoins en été. Et le reste de l'année, le solaire sera toujours injecté en priorité sur le réseau et le complément sera fait par la biomasse. Et sur la partie estivale, enfin même tout au long de l'année, quand il y aura un besoin, quand le besoin ne sera pas totalement comblé par exemple le solaire et la biomasse, à ce moment-là, c'est l'appoint qui se mettra en route. C'est-à-dire que le solaire aurait une part beaucoup plus importante en été, évidemment, qu'en hiver dans le mix du réseau de chaleur en question. Oui, tout à fait, puisque les besoins du réseau seront plus bas en été que le reste de l'année. Ouais. Nous arrivons au terme de notre journée. Est-ce que, voilà, vous avez encore un petit sondage auquel on vous demande de répondre rapidement, qui est d'après vous, quel sera le secteur de croissance le plus porteur dans les années à venir? On a en tout cas vu avec cette dernière table ronde qu'il y avait de nombreux développements qui étaient en cours, de nombreux projets vont émerger dans les années à venir, tant dans l'agroalimentaire que sur les réseaux de chaleur, et puis on l'espère aussi sur les logements sociaux, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc, on aura sans doute de belles références à l'avenir à montrer lors de ces états généraux. Je remercie les participants à cette dernière table ronde qui peuvent, si ce n'est déjà fait, couper leur micro et leur caméra. Et puis, je voudrais demander à Brigitte Guibaud de se reconnecter si elle est toujours là pour bien vouloir conclure cette journée. Madame Guibaud, la scène est à vous. Oui, je voudrais tout d'abord excuser mon directeur régional qui est aujourd'hui en commission régionale des aides, hein, à laquelle il n'y a pas de dossier solaire et qui n'a pas pu conclure cette journée. Je remercie l'ensemble des intervenants et des participants en espérant que l'année prochaine, on pourra se retrouver, hein, et physiquement, parce que même si c'était bien organisé, les échanges à côté des états généraux sont importants aussi. Je suis pas une spécialiste du solaire et aujourd'hui, j'ai appris plein d'informations. Le solaire, c'est une réponse. Enfin, il est ressorti de la journée que le solaire, c'était une solution locale et mature qui pouvait répondre aux besoins des territoires et de certains industriels, qui pouvait être aussi répondre à la problématique de la décarbonation avec un dynamisme, avec des innovations pour le mix énergétique, pour aussi le solaire dans les réseaux de chaleur, hein, en espérant qu'on ait de plus en plus de projets solaires sur les réseaux de chaleur, mais qu'il fallait aussi que ce solaire thermique soit concurrentiel, hein, et en espérant que
la dynamique du plan de relance avec chez les particuliers la prime Rénov-Imo, sur les autres cibles avec le fonds chaleur permettra d'atteindre cette concurrence. Et je terminerai par, je pense que il y a aussi un besoin continuel de travailler sur la connaissance du solaire thermique auprès du particulier, auprès des élus, parce qu'il y a plein d'atouts, mais il faut les faire connaître. Voilà, ben, je vous remercie et à l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Guibaud. Je vais à mon tour vous souhaiter une bonne santé et puis vous souhaiter aussi de traverser cette nouvelle vague de Covid dans les meilleures conditions possibles. Je remercie les organisateurs de cette conférence et tous ceux qui ont réussi à faire en sorte qu'elle se tienne malgré les conditions difficiles. Et puis, effectivement, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de nouveaux et nombreux rendez-vous. Merci beaucoup, au revoir.